Bonjour, je m'appelle Eric Heringel, je suis auteur de bande dessinée depuis maintenant 30 ans. Première publication, même plus que 30 ans, parce que la fin des années 80, en 1987, dans le journal de Tintin, qui n'existe plus malheureusement, mais ça a été ma première expérience. Le journal a coulé juste après, c'est pas de ma faute. À partir des années 90, après quelques années dans la publicité, je vais travailler dans l'édition de bande dessinée, d'abord chez Zenda, qui était un éditeur spécialisé en traduction d'auteurs américains essentiellement. Donc à l'époque, il publiait les Frank Miller, Gibbons et compagnie. Je vais faire partie des premiers auteurs francophones qui vont publier avec Olivier Ledroit. Et ensuite, je vais travailler chez Glénat en reprenant une série majeure de la maison qui s'appelait Balade au bout du monde. Je vais réaliser 4 albums chez eux. Je vais quitter la maison pour ensuite travailler sur l'adaptation d'un roman de Corsair avec Dieter dans les années 90 qui s'appelait Trelawney. C'était du steampunk, on l'a adapté en science-fiction. Et ensuite, je vais créer la série Crâne barbare, mais ça va se jouer en même temps qu'un travail dans un atelier de jeux vidéo qui s'appelle Œil pour Œil. Et à l'époque, il développe un jeu vidéo et moi je fais pareil en bande dessinée. Je développe un univers de barbares de mon côté, le pendant du jeu vidéo en bande dessinée. Et ça va être une série de 10 albums, plus 3 albums parallèles d'histoires courtes, qui vont rencontrer un beau succès chez Vent d'Ouest. Et puis ensuite, je vais collaborer avec différents auteurs, comme Arleston sur l'univers de Troie, avec Dorisson sur le 1781. Et récemment, j'ai repris tout seul une série en tant qu'auteur complet, dessinateur, scénariste et coloriste, qui s'appelle The Kong Crew, et qui est une libre réinterprétation du mythe de King Kong, c'est-à-dire si King Kong avait survécu à l'armée américaine, s'il avait gagné. Voilà. Chez Ankama. La grande expérience récente que j'ai eue, c'est de prendre en charge ma série en tant qu'auteur complet, mais surtout sans signer de contrat directement avec une major. C'est-à-dire qu'en fait, je ne voulais pas vendre les droits directement à une maison d'édition classique. Et pour garder ces droits, on ne se fait pas payer d'avance. C'est classique, hein, un contrat c'est aussi un prix page. Si on ne signe pas de contrat avec une maison d'édition, dans ces cas-là, on assume de réaliser la bande dessinée seul, et de trouver un éditeur ensuite en lui vendant les droits, comme une licence. Et c'est ce que j'ai fait sur Kong Crew, et j'ai donc développé le sujet pendant ces dernières années, ces 4 dernières années. D'abord en comics, de format 30 pages, publié en noir et blanc par les éditions Corette, et ensuite en version couleur, qui représente l'équivalent de 2 comics, soit 64 pages pour le tome 1, chez Ankama en 2019 récemment. L'idée avec Corette, c'est de continuer à travailler sur les comics en noir et blanc et sur les versions luxe, en fait. Toutes les versions un peu en tirage limité. Je vais donner la licence pour tout ce qui est autour de l'édition limitée, édition luxe. On gère les droits étrangers ensemble et j'ai signé une licence pour l'édition française qu'avec Ankama, qui elle, cette maison d'édition a pris aussi la licence pour une adaptation audiovisuelle. Mais j'ai segmenté en fait. Donc en faisant ça, je garde mes droits, par contre je ne signe aucun contrat d'avance avec des éditeurs, donc j'assume entièrement la production financière du projet. Pour éviter de me perdre et d'oublier que j'étais un auteur de bande dessinée, j'ai préféré lever le pied par rapport à cette adaptation, la laisser dans les mains d'une maison d'édition et de multimédia qui est Ankama, dont ils assument parfaitement la charge, et de m'y intéresser quand ils avancent aux questions qui peuvent se poser sur l'univers, quand ils me renvoient la Bible. Moi j'ai corrigé la Bible parce qu'il y a 2-3 trucs qu'il fallait modifier pour éviter qu'il y ait des interactions dangereuses avec la BD. C'est-à-dire que parfois le devenir de certains personnages dans la Bible ou du dessin animé peuvent être orientés d'une façon qui pourrait amener à un problème dans l'histoire que je suis en train de développer. Donc il faut prévoir le futur, donc prévoir la fin. Donc on en arrive à est-ce que j'ai écrit la fin de la série? Oui. Est-ce que je vais la respecter? Sûrement pas. Voilà. Parce que le truc, je trouve, dans l'écriture, c'est d'être capable de réécrire au moment où on a besoin de restructurer l'histoire, quand c'est nécessaire. Et parfois, une idée qui paraît lumineuse aujourd'hui en 2021 peut être bien fade en 2022. Parce qu'il va se passer une évolution des personnages et un rapport qu'on entretient avec l'histoire qui est très intime. Et je me refuse à utiliser des méthodes d'écriture. Je sais que dans l'audiovisuel et beaucoup dans le dessin animé, de nombreux auteurs vénèrent des gens comme John Truby ou ce genre de grands scénaristes. Mais il y a des méthodes derrière ça, et j'ai un peu du mal avec les méthodes, parce que les méthodes amènent à une façon de faire commune. Donc je préfère avoir une idée précise de ma fin,
et de voir comment je peux la foutre en l'air, ne pas la respecter. Et si elle résiste à cette envie d'être bousillée et orientée différemment, c'est que sa résistance vaut le coup, et je vais au bout avec cette idée. Concrou est né d'un rêve, en fait, j'avais une frustration énorme après avoir travaillé avec un éditeur sur 2 bouquins, ça se passait pas bien, et j'ai décidé d'arrêter la série. En fait, c'était une série prévue au moins pour 6 bouquins, et moi, arrivé au bout de 2 bouquins, j'étais éteint, j'avais plus envie. Donc, je sais que j'arrête à ce moment-là de travailler avec eux, et en même temps, je travaille comme scénariste pour de l'audiovisuel chez Ankama. Et c'est pareil, on était sur une série télé qui avançait difficilement, on va dire. Donc, beaucoup de réécriture, j'avais fait parfois 11 versions de certains scénarios, j'en pouvais plus. Et là, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de continuer non plus. Donc j'ai tout arrêté. Du jour au lendemain, j'avais plus de boulot, ni dans l'audiovisuel, ni dans la bande dessinée, avec l'éditeur du moment. Et donc, il se passe un drôle de truc dans ces cas-là, c'est qu'à ce moment-là, je suis libre de faire ce que je veux. Cette liberté implique de faire un nouveau projet. Et dans la nuit, je vais rêver de la vertèbre principale du sujet qui est Concrou, c'est-à-dire et si King Kong avait survécu l'armée américaine. Et je vois ça comme une séance de cinéma. Et ça dure le temps d'un rêve, et j'en sors avec une idée très précise du sujet, le nom de la série, le nom de certains personnages, et un besoin de la faire irrépressible. Et là, à ce moment-là, je note rien. Pendant 15 jours, je m'interdis de noter quoi que ce soit. Parce que je veux voir, si, comme pour le principe de fin, si cette idée va résister. Parce que comme toute idée, parfois tu la trouves lumineuse la première heure, mais une semaine après, quand tu la relis, tu te dis bon, c'est pourri, quoi. Et donc il va se passer un truc qui fait qu'au bout d'une semaine, c'est plus qu'une envie, c'est une obsession de réaliser ce projet. Donc là, j'ai su que je tenais un truc parce que ça résistait à l'absence d'écriture, j'avais pas pris de notes. Mais par contre, j'avais déjà une fin, mais c'est une fin que j'ai vue, donc dans ce moment un peu étrange, mais je sais que c'est pas cette fin-là que je vais faire. J'ai un besoin de foutre en l'air certains trucs pour recréer. Le chaos est créatif finalement, moi je préfère ça, que l'ordre. Pour moi, l'ordre c'est un dictionnaire, tous les romans du monde sont dans un dictionnaire, ils sont dans l'ordre. Et les romans c'est le chaos, c'est des mots dans le désordre et c'est des histoires. Concrou, je viens de terminer un peu plus de la moitié du second livre français, c'est-à-dire le comics numéro 3 sort ce mois-ci, au mois de février, chez Corette. La version Ankama, qui sera donc le comics numéro 3 et numéro 4, qui seront réunis en couleur et en français, sortira en fin d'année, en octobre. Donc j'en suis à peu près à 45-46 planches sur 64. J'aurai les couleurs aussi à faire derrière. Suivra un 3e album qui va clôturer la série, un 3e album qui fera entre 64 et 72 pages. Et là, j'aurai une entièreté d'univers terminé, avec une fin ouverte qui permet peut-être un jour de revenir sur le sujet, pour m'amuser, parce que j'aime bien l'univers. Mais c'est une promesse sans forcément un besoin de la tenir, c'est-à-dire que c'est possible. Je sais que j'ai une fin qui me permet ça. Même si je la fous en l'air, je sais que l'épilogue, lui, je vais le garder, donc je sais que j'ai une fin ouverte, qu'importe la fin, j'ai un lever de rideau qui me permet ça. Et on a décidé de faire une édition augmentée suite à la pandémie qu'on a eue. On a eu un confinement au mois de mars que tout le monde a vécu. Au moment où l'album devait sortir, on devait produire et imprimer l'album pour le salon de Barcelone en coproduction avec les Espagnols. Et puis tout s'est arrêté puisque le salon est annulé, les imprimeurs ont fermé, donc on a attendu. Arrive l'été, on s'est dit on fait quoi avec le bouquin, on l'édite pour la rentrée de septembre. Et on s'est dit avec Corette qu'il y avait une solution encore plus sympa, c'était d'éditer le livre en version luxe, mais non pas les 64 premières planches, mais les 94 planches qui forment la moitié de la série, c'est-à-dire un tome, un tome et demi. Donc la moitié du prochain tome qui devrait sortir chez Ankama sera dans l'édition luxe, ce qui fait qu'on fera à terme 2 albums en édition luxe, grand format. Le prix n'a pas changé et il contiendra toutes les illustrations que j'ai fait autour de l'univers depuis ces 3 dernières années. Donc couverture, affiche, ex-libris, invitation, enfin, plein de trucs. Et à côté, j'ai en immédiateté un collectif qui a été lancé par Tibur Sauger, le dessinateur scénariste western, chez Bambou, et il réunit une vingtaine d'auteurs de bande dessinée qui ont œuvré dans le western pour faire un collectif. Donc ça s'appellera Go West, couverture de Marini, et dedans il y a toute la playlist classique, Olivier Taduc, Dominique Bertaille,
comment il s'appelle, Ralph Meyer, François Bouc, enfin Rossi, c'est hallucinant, quoi. C'est un collectif avec des auteurs qui ont tous fait une bande dessinée ou une série dans le western dans leur carrière, très typé réaliste, hein. Il n'y en a pas de semi-réaliste dans le dessin, c'est que des auteurs de BD réalistes, qui ont de tous les âges, hein. Ça va des plus anciens, Bouc, Rossi, aux plus jeunes, avec Blasso, Martinez qui fait Catamount. C'est un collectif, donc c'est une histoire qui est autour d'un objet. Je vous dis pas lequel, il y a un objet qui va passer de main en main, un peu comme Mémoire d'un 38 qui avait été fait il y a quelques années. Là c'est un objet qui va passer de main en main entre des pionniers, des trappeurs, des indiens, et ça permet à l'histoire de se développer. Et c'est un gros volume, je crois que ça fait 80 pages. Le tome 1 doit sortir à la fin de l'été, vers fin août, début septembre. Enfin le tome 1, l'édition luxe doit sortir en fin d'été, et l'édition courante au début de l'automne. Un peu en même temps que le prochain concours, en fait. Alors aujourd'hui, on va parler des comics qui m'ont inspiré. Alors, je ne peux pas ne pas parler de Rocketer. Donc voici une première édition de notre ami Dave Stevens, avec en plus derrière un dessin de Steve Ditko, qui n'est pas le meilleur, hein, faut être honnête. On a toujours dit « Oh, il a un dessin de Steve Ditko derrière », le Rocketer, ouais, bon, il a fait mieux Ditko. Mais la BD est magnifique, elle est en état parfaite, hein, cette première édition. C'est l'histoire de Cliff, un garçon qui est cascadeur à Hollywood et qui va découvrir une roquette qui va lui permettre de devenir un super-héros. Donc, dit comme ça, c'est simple, c'est une superbe histoire, très vintage, dans les années 40, magnifique. Et cet auteur va ouvrir la porte à d'autres auteurs américains qui donneront naissance à des mecs comme Steve Rude, qui va faire World Finest et Nexus. Et c'est l'amour du trait, en fait. C'est des gens qui ont une culture du trait qui est assez proche, finalement, de ce qu'on pourrait appeler la ligne claire en Europe, mais en version américaine, donc un traitement assez élégant qu'on retrouve du Milton Caniff, du Alex Raymond dans ce genre de dessinateur. Ensuite, on ne peut pas ne pas parler de la bande dessinée internationale sans parler de notre ami et compatriote Moebius. Alors là, j'ai fait exprès de vous sortir une première édition du Silver Surfer en comics, hein, parce que c'était quand même un truc quand c'est sorti, franchement. Le mec qui arrivait à percer le marché américain dans les années 80. Et je mets en parallèle Akira, première édition américaine d'Akira, parce que Akira, Otomo va naître de la passion qu'il a pour les auteurs européens, dont Bilal et Moebius. Donc on ne peut pas faire de pont sans parler de la bande dessinée asiatique en lien avec Moebius. Un classique de la BD américaine qui est dans un très mauvais état, parce qu'il a été beaucoup lu et abîmé, c'est une édition du Dark Knight, Miller. Alors, Miller, lui, c'est le gars qui fait la charnière entre le comics mainstream un peu populaire et qui va créer le roman graphique américain à travers le super-héros. C'est-à-dire qu'il fallait oser quand même. Faire d'un super-héros un roman graphique adulte, il l'a fait et il a ouvert la porte à tous les autres. C'est-à-dire que je pense à Sean Murphy aujourd'hui qui en a fait un magnifique. Murphy, en tant qu'auteur complet, n'aurait pu faire et exister et promotionner un tel projet si ce gars-là, 35 ans avant, n'avait pas fait ça. Et alors, pour conclure, dans les tout récents, Adventure Man de Dodson, l'élégance du trait qu'on retrouvait déjà chez Steve Rude, chez Dave Stevens, c'est proprement magnifique, c'est un très très grand dessinateur, Dodson. Et son univers est très très intéressant. Donc publié chez Glénat, par notre ami Olivier Gelabert, éditeur. Très beau livre, beau format, bien imprimé. Pourquoi ne pas se faire plaisir, en plus pas cher, hein, moins de 20 €. Accessible facilement et disponible chez Astro City. Et puis le comics, si un jour vous trouvez celui-là, prenez-le, il était gratuit. Il aurait dû être distribué gratuitement aux lecteurs en librairie, mais il a disparu des distributeurs parce qu'il a été perdu. Donc c'est le comics perdu, si vous le trouvez, il est gratuit, ne l'achetez pas, ou alors ça serait une arnaque. Et il est introuvable, parce que personne ne l'a jamais eu. C'est la première moitié de la version française d'Ankama en comics.